Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui est la première d'une série de 4 vidéos à l'occasion de l'ouverture de mon programme L'enfant extraordinaire qui est destiné aux parents d'enfants avec TDAH, haut potentiel, trouble 10, TSA, hypersensibilité, etc. Ce programme va vous permettre de construire un avenir serein, sûr et plein de confiance avec votre enfant atypique, malgré ses crises et ses comportements inadaptés et malgré le regard des autres et les normes de la société. Ce que je vous propose ici, c'est de faire de sa différence une chance. Faire en sorte que ses particularités ne soient pas un handicap, comme c'est trop souvent le cas, mais au contraire, qu'il arrive à les transformer et à en faire une chance dans sa vie. Pour grandir, pour avancer, pour réussir dans la vie, s'accomplir, pour son avenir, mais aussi dès aujourd'hui, pour enfin apaiser votre quotidien en famille, pour que vous aussi, vous soyez plus serein, plus sereine et que vous retrouviez un équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle et sociale. Parce que c'est possible. Je voudrais vous expliquer un petit peu mon parcours, notre parcours familial avec notre enfant atypique et son petit frère, parce que c'est vrai que ça a été un parcours du combattant, comme c'est le cas pour de nombreuses familles, peut-être vous aussi. On se pose 1000 questions, on s'inquiète, on s'angoisse pour notre enfant. On ne sait pas non plus comment réagir face à ces crises, à ces comportements inadaptés, imprévisibles, impulsifs, parfois même violents. On se sent tellement impuissant et par-dessus ça, il faut faire face au regard des autres. On se sent souvent jugé par les autres. Le manque d'ouverture d'esprit de certaines personnes, les regards en coin au supermarché, les remarques cinglantes d'une maîtresse ou d'un maître à l'école, les reproches, les jugements, les paroles blessantes, parfois même de nos proches qui ne comprennent pas forcément ce que l'on vit et les difficultés de notre enfant. On doit se justifier sans cesse face à des gens qui ne comprennent pas forcément ce que l'on vit et ça, c'est très lourd à porter au quotidien pour les parents. Ça génère en nous déjà une grande solitude, un grand sentiment d'isolement et ça c'est une réalité. Donc on est seul en fait face à tout ça, avec notre colère parfois et surtout avec notre tristesse. Et ça c'est la réalité du quotidien des parents d'enfants atypiques. Pourtant si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer que c'est possible pourtant de tisser une relation plus apaisée avec votre enfant, de construire un avenir plus serein avec lui et aussi dès aujourd'hui de vivre un quotidien plus harmonieux pour chaque membre de votre famille. C'est possible et c'est pour ça que je fais ces 4 vidéos avec vous aujourd'hui. Et je précise qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger un petit guide PDF qui récapitule tous les points essentiels qu'on va voir, dont on va parler aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyrielle Soulbieux d'Horizon Famille, je suis accompagnante parentale, notamment avec la pédagogie Montessori depuis 2016. J'accompagne des familles vers un quotidien plus serein en famille. Et je suis moi-même maman de 2 enfants nés en 2018 et 2015, et notamment un enfant neuroatypique, un enfant extraordinaire comme j'aime les appeler. Alors, on l'a laissé se développer à son rythme, en suivant son propre rythme à lui. Et c'est un enfant qui a commencé à parler tardivement, vers 4 ans. Il a aussi des difficultés sur le plan psychomoteur, motricité fine, et puis en termes d'impulsivité, de gestion des émotions. Donc ça demande un véritable accompagnement. Depuis, il a été diagnostiqué TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Également, il a des troubles 10 et puis il a d'autres particularités qui laissent penser à d'autres diagnostics. Mais pour le moment, nous en sommes là. Donc vous voyez un profil neuroatypique, même multi-atypique, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il est en classe Ulysse, donc dans un dispositif ordinaire, mais une classe Ulysse. Il y est bien, il est dans un environnement bienveillant qui respecte son rythme, mais son parcours scolaire n'a pas toujours été, a été même chaotique, hein, il faut le dire. On est passé par toutes les phases. De toute façon, l'école n'a d'inclusive que le nom, voire même pas. Enfin, c'est vrai que depuis 2005 et la loi sur le handicap et l'égalité des droits et des chances pour tous, eh bien, on a un petit peu avancé, mais on est encore loin du compte.
on manque de moyens, on manque de formation, on manque de matériel dans les écoles. C'est une honte, clairement. Il y a encore vraiment du chemin pour arriver à une véritable inclusion. Alors il a fallu se battre pour obtenir cette place en Ulysse pour notre fils. La rentrée pour lui a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés, etc. Mais je voudrais vous dire justement comment on l'a accompagné, comment on a dépassé ces obstacles, et aujourd'hui, il s'y sent véritablement bien. C'est une joie pour lui d'aller à l'école. Et justement, j'aimerais vous dire comment on l'a accompagné à travers ces difficultés pour arriver à cet état de bien-être, et puis à nous, un véritable soulagement pour nous. On a réussi à garder notre équilibre face aux difficultés, mais tout ça, c'est le fruit d'un cheminement long qu'on a fait pour pouvoir, malgré les difficultés, malgré les obstacles, garder notre équilibre et garder notre bien-être, parce qu'en tant que parent, on a besoin de se sentir bien, d'être serein, d'être apaisé pour pouvoir accompagner notre enfant, justement. Alors on est là dans ces 4 vidéos pour en parler. Alors là, tout de suite, ce que j'aimerais évoquer avec vous, ce sont les 7 pièges à éviter et qu'il est difficile d'éviter pour les parents d'enfants neuroatypiques. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier danger, le premier piège dans lequel on tombe souvent. Subir le regard des autres. J'en parlais justement en début de vidéo parce que les gens ne comprennent pas les particularités de notre enfant souvent. Les regards réprobateurs, les reproches parfois carrément ouvertes à l'encontre de notre enfant, de ses comportements, sur nos façons de faire aussi, et on se sent jugé. Et on finit par subir le regard des autres et agir en fonction de ça. Parfois, ça nous pousse à réagir de manière disproportionnée avec notre enfant. On perd nos moyens parce que on se sent mal, parce qu'on se sent jugé, et du coup, on le reporte sur notre enfant. On va prendre un exemple concret pour que vraiment ça vous parle. Un jour, il y a longtemps, avec mon fils, avec mes 2 enfants, j'étais au supermarché et évidemment, c'est un endroit absolument inadapté pour un enfant atypique qui a une grande sensibilité, une grande très réceptif, une hypersensorialité, donc tous les sens à fleur de peau. Et dans un supermarché, il y a énormément de lumière qui agresse, il y a énormément de bruit, il y a de la musique forte, il y a du monde, du mouvement, de l'agitation. Tous ces sens il y a de la couleur partout, c'est grand, Donc il était à fleur de peau à ce moment-là, évidemment. Et puis on arrive à la caisse, et ce qui devait arriver, sans doute, arriva. Il éclate, il se roule par terre, pour rien. A priori. Évidemment, en fait, moi je sais que c'est tous ces sens qui sont en alerte et qu'il est absolument en incapacité de maîtriser quoi que ce soit à ce moment-là. D'autant plus que son petit frère, qui était en porte-bébé dans mon dos, vient de faire tomber le sac de pommes qu'on allait acheter pour leur goûter. Et là, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et donc il éclate. Je jette un coup d'œil autour de moi et je vois cette dame qui fait ça. Elle n'avait rien besoin de dire. Juste cette expression, cette mimique sur son visage m'a laissé comprendre que dans sa tête, elle se disait « Mais c'est quoi cette mère incompétente ? C'est quoi ce petit garçon mal éduqué ?» Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme réaction ? Eh bien, j'ai fini par tirer mon fils par le bras pour le traîner un petit peu sur le côté, avec évidemment son petit frère en porte-bébé. Et puis, je l'ai réprimandé, je l'ai grondé. Alors que je savais très bien que ça n'allait avoir aucun effet sur lui, à part juste plus l'énerver et le rendre complètement hors de lui. Mais inconsciemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que les gens attendaient de moi. J'ai fait ce que cette dame attendait de moi. Parce que si je suis une bonne maman, je suis censée me faire respecter, je suis censée gronder mon enfant qui est en train de faire un caprice. Donc ce jour-là, je me suis laissée influencer par le regard de cette dame, par son jugement. J'ai agi seulement en fonction de ça, sans prendre en compte les besoins de mon enfant à ce moment-là, le fait qu'il était en surstimulation, en surcharge mentale et sensorielle. Alors, depuis, j'ai travaillé sur moi, j'ai cheminé sur moi, sur le regard des autres, sur ma perception du regard des autres, et j'ai appris à m'en libérer. Et aujourd'hui, quand ça arrive, parce que ça peut encore arriver,
Quand ça arrive, eh bien, je réagis complètement autrement. Je reste connectée à mon enfant et j'agis en fonction de lui, de ses besoins sur le moment, en faisant abstraction du regard des autres. Et je sais comment écourter sa crise, voire même l'anticiper pour qu'elle n'arrive même pas. Mais du coup, je suis connectée à lui et à nous. Je suis dans la relation. Mais ça, évidemment, ça n'a pas été inné. Je l'ai travaillé, j'ai cheminé pour arriver à réussir à faire ça. Il y a un deuxième piège dans lequel on tombe souvent et dont j'aimerais parler avec vous, c'est qu'on a tendance souvent à s'isoler. On finit souvent par se renfermer et ça, c'est une conséquence de ce dont on vient de parler sur le fait de subir le regard des autres. Parce que parfois, ce sont les autres qui rejettent la différence, mais parfois aussi, c'est nous-mêmes qui, pour nous préserver du regard des autres, nous nous renfermons sur nous, nous nous replions sur nous. Et c'est normal, parce que face au handicap invisible, les gens ont tendance à avoir des a priori, ont tendance à être moins tolérants, moins compréhensifs. Il y a cette idée que si notre enfant a de tels comportements, c'est parce qu'on l'éduque mal. Et ça, c'est terrible à vivre pour des parents. Ça crée beaucoup de colère en nous, un vrai sentiment d'injustice, parce qu'on sait que c'est faux, mais pour autant, on ne peut pas s'empêcher de douter, de se remettre en question. Ça vient gratter la culpabilité qu'on a déjà, qui est là, de toute façon présente. Donc on culpabilise d'autant plus. Du coup, face à ça, on préfère, face au regard des autres, on préfère se renfermer. On a souvent tendance à s'isoler pour échapper finalement à ça. Quand c'est pas les autres qui nous rejettent, entre guillemets. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe en fait ? On n'a plus de partage, on n'a aucune échappatoire on n'a personne à qui parler, à qui se libérer sur ce sujet. Donc on est là, on est fort, on est forte, on se bat, on est sur tous les fronts, on fait ce qu'il faut pour notre enfant, on appelle la MDPH 50 fois, on va au rendez-vous avec l'école pour les aménagements, les ajustements, etc. On va au rendez-vous de suivi chaque semaine, on organise les rendez-vous médicaux, bref, on est sur tous les fronts. Aussi l'entourage à qui il faut expliquer, on est là, on est sur tous les fronts. On tient la baraque, comme on dit. Sauf qu'en fait, c'est presque comme une cocotte minute qui peut exploser à tout moment parce qu'il y en a trop de pression sur nos épaules. Sauf que notre enfant a besoin de nous. Il a besoin de pouvoir se reposer sur nous. Donc on doit prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin de lui. Alors je voudrais vous donner un exemple, je pense qui va sans doute vous parler. Je me souviens très bien, c'était au tout début des difficultés avec mon fils. J'avais décidé de le mettre au centre de loisirs parce que je venais d'accoucher de mon deuxième enfant et une journée entière avec les deux, j'étais encore très fatiguée et c'était compliqué pour moi. Alors à la fin de la journée, je vais récupérer mon fils au centre de loisirs. Et l'animatrice me dit qu'il a été ingérable toute la journée, que ça a été crise sur crise, que c'était insupportable, qu'il s'est montré agressif aussi envers d'autres enfants. Et moi, face à ça, je n'ose rien dire. Rien du tout. À peine, je m'excuse presque. Et donc je prends mes deux enfants et sur le chemin de la maison, j'éclate en larmes, je fonds en larmes. La cocotte minute dont je parlais tout à l'heure. Et ça arrivait souvent à cette période. Je gardais mes inquiétudes, mes angoisses pour moi. Je ne disais rien aux autres parce que j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on dise de moi que j'étais une mauvaise mère. Donc je restais dans mon coin avec ma charge mentale, avec ma culpabilité et avec surtout ma tristesse. Alors depuis ça, j'ai fait en sorte que ça change. Et dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai plus en détail parce que vraiment, ça a changé mon quotidien, ça a changé aussi mon état d'esprit, ma légèreté, ma charge mentale, ma santé mentale. Et ça m'a énormément aidé au quotidien à me libérer et à être plus légère, plus sereine pour accompagner mon enfant avec beaucoup plus de positivité. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment très important. On passe maintenant au troisième piège que je voulais évoquer avec vous. Il s'agit de comparer son enfant aux autres. Dans le fond, on sait très bien qu'on ne doit pas comparer nos enfants entre eux et les enfants entre eux en général. Mais quand la différence entre notre enfant atypique et les autres enfants du même âge est trop flagrante, c'est difficile de s'en empêcher. Par exemple, on va chez des amis qui ont un enfant du même âge que notre enfant atypique et on voit leur enfant en train de faire des choses de son âge, que notre enfant est à des années-lumière
de pouvoir faire. Par exemple, parler doucement, manger seul, manger proprement, faire un jeu tout calme dans un coin, lire un livre dans un coin, aller se coucher dans le calme. Enfin voilà, des choses toutes simples, des choses que nos amis trouvent complètement normales que leur enfant fait, sauf que pour nous, c'est un véritable crève-cœur parce que cette différence nous saute aux yeux. Et ça génère encore plus d'inquiétude d'observer cette différence. Et on va sortir de chez nos amis avec 1000 questions, la boule au ventre et surtout un pincement au cœur, avec beaucoup de culpabilité et surtout, je pense, beaucoup de tristesse. Et ça, évidemment, je l'ai fait. Comme vous, comme la plupart des parents d'enfants atypiques, on est passé par là, on a comparé nos enfants. C'est difficile de s'en empêcher. Mais aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait sur moi, avec tout ce cheminement que j'ai fait, je ne le fais plus. Ou que très rarement, et c'est jamais, ça ne me met jamais dans des situations de tristesse, de culpabilité comme c'était le cas avant. Mais ça, c'est pas inné d'arriver à faire ça. Et moi, j'y arrivais pas au début. Pourtant, je vous assure que c'est essentiel pour que notre enfant ne ressente pas une sorte de pression parce qu'on veut qu'il se développe comme la norme, comme les autres enfants, etc. C'est hyper important pour son bien-être et pour son développement, pour son épanouissement avant tout. Il existe un autre piège encore dans lequel on tombe souvent, c'est qu'on a tendance à amoindrir les efforts de nos enfants. Souvent, on ne se rend pas compte de la souffrance de nos enfants. Alors bon, pour beaucoup d'enfants atypiques et neuroatypiques, ça se passe très bien, leur particularité ne pose absolument pas de problème, ils le vivent bien et tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants neuroatypiques pour qui ces particularités peuvent créer du mal-être ou en tout cas des difficultés dans certains domaines. Dans d'autres, très bien, mais dans certains très bien, mais dans d'autres, ça peut être compliqué. Et là, parfois, on a tendance à amoindrir ces difficultés-là. Pourtant, ils font tellement d'efforts pour s'adapter, pour faire comme les autres, mais ça ne se voit pas toujours, ils n'y arrivent pas toujours, ou si peu. Et ça se voit pas parce que c'est rien finalement par rapport au reste du temps, aux crises, aux hurlements, à l'agressivité, aux provocations, aux angoisses, etc. On ne voit du coup que ce qui se passe mal et on n'arrive pas à voir tous les efforts qu'ils fournissent pour se comporter bien, se comporter comme il faut. Parce que dans notre esprit, en fait, c'est normal qu'ils se comportent comme ça. On ne devrait même pas avoir à leur dire de bien se comporter. Parce que c'est ce que font les autres enfants de leur âge. Et donc, on revient à la comparaison dont on parlait tout à l'heure avec les autres enfants. Je vous donne un exemple très concret, je suis sûre que ça va vous parler. Vous êtes allé au parc avec votre enfant. Ça s'est très bien passé. Il n'a tapé aucun enfant, alors que des fois, son impulsivité, par exemple pour un enfant avec un trouble autistique ou un enfant avec un TDAH, avec une grande impulsivité, et souvent, ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions et ils ont tendance à taper pour s'exprimer, etc. Sauf que là, cette fois-là au parc, il n'a tapé aucun enfant, ça s'est très bien passé. Et bien souvent, on ne va même pas chercher à reconnaître, à lui dire qu'on est heureux que ça se soit bien passé. On va même pas chercher à reconnaître l'effort qu'il a fourni, alors qu'il a fourni un gros effort. Pourquoi ? Parce qu'on estime que ne pas taper d'autres enfants, c'est normal, ça devrait être un comportement normal chez lui. On ne devrait même pas avoir besoin de lui dire de ne pas taper les autres enfants. Pourtant, clairement, il a pris sur lui, il a travaillé son contrôle inhibiteur pour faire son impulsivité, il a réfréné son impulsivité pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc il a fourni d'énormes efforts qu'on ne vient même pas reconnaître. Et en fait, là-dedans, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le fait de comprendre l'atypie de notre enfant ou ses particularités, ça va nous aider à le comprendre lui, à reconnaître ses difficultés, à reconnaître quand il fait des efforts et à valoriser les efforts qu'il va pouvoir fournir. Et donc, la compréhension de ses particularités va nous permettre de mieux l'accompagner. Et cette valorisation dont je viens de parler, elle est essentielle pour la confiance en eux qu'ils doivent développer. On sait que c'est quelque chose de très important. On en reparlera aussi ça dans les prochaines vidéos parce que c'est un point absolument clé dans leur développement et dans leur épanouissement. Et à l'inverse, et en complément de ce que je viens de dire, le 5e piège, ce serait d'enfermer notre enfant
dans sa différence. On doit faire vraiment très attention à ne pas stigmatiser notre enfant, à ne pas l'enfermer dans une case, à ne pas excuser certains comportements inadaptés par exemple, parce qu'il a ses particularités, à ne pas quelque part se réfugier derrière un diagnostic ou une atypie. Prenons un exemple concret, on est convoqué, mettons, à l'école par l'enseignant ou par l'enseignante parce que notre enfant a tapé un autre enfant. Et c'est comme si on venait lui dire, imaginons qu'on lui dise, il a tapé cet enfant, mais c'est parce que, vous savez, il a un TDAH ou il a un TSA ou il a autre chose. Ce serait un peu comme une excuse finalement. Et notre enfant qui est là, il entend ça. Donc il se dit, c'est bon en fait, je peux tout faire. Alors que non, on doit lui apprendre les règles de vie en collectivité, de respecter le bien-être des autres, la liberté des autres, de connaître les règles communes. Et il n'est pas excusé de respecter ces règles sous prétexte qu'il a ses particularités. Et d'ailleurs, ce serait vraiment ne pas croire en lui que de penser qu'il est incapable de respecter ces règles. Alors oui, ça lui demandera bien sûr plus d'efforts que pour n'importe quel autre enfant, mais si on pense qu'il n'en est jamais capable, alors il n'en sera jamais capable, mais parce qu'on n'aura pas cru en lui. Donc ne l'enfermons pas dans sa différence, n'excusons pas tous ses comportements inappropriés, impulsifs ou autres, sous prétexte qu'il a cette différence. Son atypie ne doit en aucun cas légitimer n'importe quel comportement. Sinon, on risque juste de le stigmatiser là-dedans. Et en fait, l'idée c'est de trouver un équilibre, on approfondira ça, mais l'idée c'est de trouver un équilibre entre prendre en compte les spécificités de notre enfant, tout en n'utilisant pas ces spécificités pour excuser tous les comportements inappropriés qu'il pourrait avoir. Donc c'est pas facile, c'est un juste équilibre à trouver, mais c'est essentiel. Et on verra quels mots on peut utiliser dans les prochaines vidéos, quels mots justement on peut utiliser pour venir trouver cet équilibre et trouver les bons mots, les mots justes auprès de notre enfant. Maintenant, je voudrais passer au 6e piège dans lequel la grande majorité des parents d'enfants atypiques tombent, c'est la culpabilité. On se laisse ronger par la culpabilité, et je le sais parce que je suis passée par là. Alors ça se voit pas forcément, c'est sournois, évidemment, mais ça génère en nous une telle tristesse, le sentiment de ne pas être le bon père, la bonne mère, même une mauvaise mère, un mauvais père pour notre enfant, qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on ne remplit pas notre rôle auprès de notre enfant. Mais je veux vous dire que c'est faux. Déjà rien que le fait que vous regardiez cette vidéo, ça prouve que vous êtes dans une recherche de solutions et que vous cherchez à accompagner votre enfant au mieux. Donc déjà, bravo pour cette démarche. Et non, vous n'êtes pas un mauvais parent, vous êtes la bonne personne pour votre enfant, la personne dont votre enfant a besoin. La seule chose, c'est que vous n'avez peut-être pas, on n'a pas toujours toutes les ressources, tous les outils dont on a besoin pour accompagner cet enfant différent. Mais bon, accompagner un enfant avec de telles particularités, c'est pas inné, ça ne se devine pas. C'est loin d'être évident. Déjà, être parent est loin d'être évident, mais être parent d'un enfant différent est encore plus compliqué. Donc ça s'apprend. Moi, je me suis formée, je me suis renseignée, j'y ai passé des heures, des jours, des semaines, des mois à m'informer là-dessus, à me former pour accompagner mon enfant. Et ça m'a énormément aidée. Et aujourd'hui, je sais comment l'accompagner avec beaucoup plus de sérénité et surtout sans culpabilité. Et du fait que je ne doute plus, j'ai remarqué que mon enfant aussi ne doute plus. C'est-à-dire que la culpabilité nous rend vulnérables en tant que parents. Et ça, notre enfant, il le ressent. Il le ressent à 100%, à 1000%. Il ressent cette vulnérabilité. Sauf que, lui, il a besoin de pouvoir se reposer sur une personne qui est solide, qui sait où elle va, qui garde le cap, qui a confiance, qui est sûre d'elle. Parce que ça va venir le rassurer, ça va venir l'apaiser. Donc c'est important de travailler cette culpabilité, vraiment. Et enfin, on en arrive au 7e piège dont je voulais vous parler, qui est de vouloir se conformer à la norme. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi être ordinaire quand on peut être extraordinaire? Vraiment, je vous invite à vous poser cette question. Parce qu'on attend souvent que notre enfant soit dans la norme, se développe comme les autres enfants. On lui met la pression. On se met la pression et tout le monde est malheureux ainsi. Parce qu'on demande à notre enfant d'être quelqu'un d'autre, de changer qui il est profondément. Et souvent, comme ils veulent nous faire plaisir, ils vont changer. Ils vont porter un masque pour ressembler à tout le monde. Et certains sont très forts pour porter des masques. Parfois, ces masques durent des mois, des années. Sauf qu'au bout d'un moment, ça risque d'éclater. Parce qu'au fond d'eux, en apparence tout va bien, mais au fond d'eux,
Ça va pas. Au fond d'eux, ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas qui ils sont. Ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas en phase avec eux-mêmes. Et ça peut même générer des vrais troubles psychologiques chez certains qui sont vraiment très forts et envahissants. Donc pour éviter ça, je voudrais vous accompagner à accepter votre enfant avec sa différence sans lui imposer d'être qui il n'est pas. Alors je sais pourtant que c'est difficile quand chaque jour au quotidien on va au square avec notre enfant et qu'il se montre agressif envers d'autres enfants et qu'on va devoir se justifier auprès d'une maman mécontente parce que son enfant a reçu un coup. Évidemment, c'est difficile. C'est difficile aussi, chaque jour, d'entendre nos proches nous faire des reproches, nous faire des remarques déplacées, cinglantes, parce que on serait un mauvais parent, parce que notre enfant serait un enfant roi, parce qu'on est trop laxiste, etc. C'est difficile aussi, face à cette enseignante qui va nous dire que notre enfant est absolument ingérable à l'école. C'est difficile aussi quand chaque semaine, il faut emmener nos enfants à leur rendez-vous de suivi chez le psychomotricien, chez l'orthophoniste, chez l'ergothérapeute, chez le psychologue, etc. Qu'il faut appeler pour la énième fois la MDPH, qu'il faut aller voir l'école, qu'il faut rappeler le CMP, qu'il faut faire un dossier pour la MDPH, etc., etc. C'est difficile. Et ne restez pas seul dans votre coin avec ça, car vous allez peut-être la surmonter, cette montagne, sans aide, seul. Mais au final, au bout de combien de temps? Et à quel prix? Au prix de quel sacrifice? Au prix d'un burn-out? Au prix du bien-être de votre enfant qui, lui, n'attend pas pour grandir et qui a besoin de nous? Moi, je suis restée seule trop longtemps. J'ai frôlé le burn-out, le surmenage. Je vous en parlerai ça dans une prochaine vidéo. Mais donc, je sais ce que c'est. Et du coup, ce que j'aimerais vous aider à faire, c'est de croire en votre enfant. Car si vous gardez confiance en lui et que vous gardez confiance en vous, en votre capacité à l'accompagner, alors c'est possible de tisser avec lui une relation apaisée, une relation forte, un quotidien serein en famille pour chaque membre de la famille. Et c'est possible de construire avec lui un avenir sûr, plein de confiance, plein de promesses, parce que il le mérite comme les autres enfants. Alors on arrive à la fin de cette première vidéo. D'abord, je voudrais vous remercier de l'avoir regardé. Ensuite, je voudrais vous rappeler que vous pouvez télécharger le guide des 7 pièges à éviter dont je viens de parler sous la vidéo. C'est téléchargeable et c'est offert. Et surtout, je voudrais vous poser 2 questions et j'aimerais lire vos réponses en commentaire. Parce que d'abord, ça va me permettre de mieux comprendre votre situation. Et puis vous, le fait d'écrire, ça va vous permettre de mieux réaliser certaines choses, de peut-être créer un déclic en vous. Le fait d'écrire, ça nous aide souvent à mieux comprendre ce qui se passe en nous. La première question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez avec votre enfant atypique? Et la deuxième question, c'est si vous aviez une baguette magique, à quoi ressemblerait votre vie avec votre enfant atypique et avec votre famille? Je vous assure que répondre à ces 2 questions, ça va beaucoup vous aider. Et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo de cette série où on va parler des piliers indispensables dont votre enfant a besoin pour se sentir bien dans sa peau, pour être heureux, pour avoir confiance en lui et pour commencer dès aujourd'hui à construire un avenir serein et plein de confiance. Donc je vous retrouve tout de suite dans les commentaires sous la vidéo pour lire vos réponses aux 2 questions. Pensez à télécharger le guide des 7 pièges à éviter. Il est offert à votre disposition. Je l'ai fait pour vous. Et pour finir, n'oubliez pas, faisons de la différence de nos enfants une force. À très vite.